député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, vous êtes effectivement insoumis notamment face évidemment aux politiques d'Emmanuel Macron. Les ruptures conventionnelles collectives entrent donc dans le droit puisque les ordonnances Macron en ont offert la possibilité. Et on le voit, certaines entreprises disent déjà que dès le tout début du mois de janvier, elles vont lancer ces discussions. C'est le cas de PSA, c'est le cas de Pinky, c'est le cas des Inrock. C'est la boîte de Pandore. Déjà, on remarque une chose. Soi-disant, c'était fait pour créer de l'emploi et ça en supprime. Deuxièmement, de plus en plus, ce sont des mesures qui font que les salariés sont la variable d'ajustement du capital. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours sur le travail, c'est toujours sur les conditions de travail, c'est toujours sur le nombre de salariés que l'on fait pression pour augmenter les actions, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc bien sûr, c'est une boîte à Pandore. Nous, on avait dénoncé au moment de la loi travail, après la loi El Khomri, qui déjà l'avait facilité, le fait que dès lors que la loi ne protégeait plus les salariés dans tout le pays, eh bien, entreprise par entreprise, ils seraient en situation de faiblesse, et la rupture conventionnelle, ce sont des licenciements collectifs déguisés et facilités pour les entreprises qui, en plus de ça, pourront faire en sorte qu'en réalité, ce sont les assédiques qui prendront le relais pour les indemniser. Mais Éric Coquerel, ça fait des années qu'on tente un certain nombre de choses et que, objectivement, rien ne marche, puisque quand on voit le taux de chômeurs dans notre pays, ça veut bien dire qu'il y a un problème. Tenter quelque chose de nouveau qu'on n'a encore jamais véritablement tenté, est-ce que vous voulez pas quand même lui donner sa chance? Mais vous savez, les mesures qui sont prises là, c'est pas des nouvelles mesures, elles sont plus graves, elles sont durcies. Mais ça fait des années que... mais on n'a jamais rien tenté à fond. Oui, mais ça fait des années que c'est dérégulé dans l'entreprise. Si vous voulez, c'est un petit peu comme le médecin de Molière, quoi. C'est-à-dire, on commence une saignée et puis on se dit tiens, ça réussit pas, là on va continuer la saigner jusqu'à ce que le patient meure. Bon, voilà, on est dans le même problème. C'est-à-dire que jusqu'où irons-nous pour considérer que le problème, c'est le travail qui coûterait trop cher dans ce pays. C'est ça, cette logique. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est Monsieur Bruno Le Maire qui nous dit que ce soit les ordonnances loi travail, soit le budget, il faut favoriser le capital. Ça fera les investissements productifs de demain et les emplois d'après-demain. C'est vieux. C'est Schröder qui avait sorti ça dans les années 70. Ça ne marche nulle part. Regardez l'Allemagne. Franchement, ça marche plutôt bien. L'Allemagne, quand elle a appliqué cette politique, notamment au début des années 2000, tous les voyants étaient au rouge. Le marché intérieur allemand s'est écroulé. L'Allemagne a réussi à rebâtir une économie encore fragile parce qu'il y a 10 millions de travailleurs pauvres sur l'exportation, une exportation agressive, un euro fort et finalement a imposé son système d'exportation à l'Europe. On l'a laissé faire. Mais là, la question qui se pose dans un pays comme la France, c'est que nous sommes en train, en réalité, non seulement de brider le marché intérieur par une politique d'austérité, et en plus de ça, au lieu de mettre l'argent dans le travail, comme il serait nécessaire de le faire, parce que chacun comprendra que c'est les salariés, c'est les travailleurs, c'est les productifs qui non seulement font les richesses, mais consomment aussi, eh bien, on le donne au capital sans arrêt. Et ça ne fait pas la richesse d'un pays. Revenons précisément à cette question des ruptures conventionnelles collectives. C'est censé quand même reposer sur des départs volontaires. Vous avez déjà été dans une entreprise, enfin, vous connaissez, je suppose. Bien. Donc, quand vous êtes sur la pression du chômage, sur des menaces permanentes, où on vous dit, attention, si là vous n'acceptez pas ça, c'est toute l'entreprise qui ferme. Par exemple, PSA, c'est un grand classique. Vous comprenez bien que selon le rapport, par exemple, de force que vous avez dans une entreprise avec des syndicats, ça plus peut ou pas moins être contestataires. Volontaire. Pour vous, ça peut pas être un échange où c'est pas un échange. Le salarié soit vraiment libre de dire non, j'y vais. Non, déjà rappelons-nous une chose, c'est que la base dans une entreprise, ça c'est la loi, c'est pas moi qui l'invente, il y a un lien de subordination que chacun comprendra entre l'entrepreneur et les salariés. Ils sont pas à égalité. Voilà, ils sont pas à égalité. Si la loi n'est plus là pour protéger partout les travailleurs sur tout le pays, vous comprenez bien que ça les fragilise. Et si en plus de ça, on dérégule jusqu'à, par exemple, faire passer en réalité des plans sociaux qui ont quand même une contrainte pour les entreprises, leur permettre de se transformer en rupture conventionnelle collective, eh bien là, c'est la porte ouverte à tous les abus. Et en plus de ça, c'est une rupture de l'égalité sur le territoire de tous les salariés. Alors imaginons effectivement, comme vous le dites, que ça n'est pas volontaire, que ça n'est qu'une mascarade en quelque sorte, et que la réalité c'est que le salarié est contraint d'accepter ce plan de départ. Il y en a un qui est censé quand même être libre, c'est le syndicat. Or c'est quand même lui qui a le dernier mot. Ça ne fonctionne, ces ruptures conventionnelles collectives, que si plus de la moitié des syndicats, qui représentent plus de la moitié des salariés, acceptent de le signer. C'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que selon les entreprises, les salariés vont
être dans des situations de faiblesse plus ou moins grandes. Voilà, là où ça résiste. Par exemple, appliquant la loi El Khomri, vous avez plusieurs entreprises récemment qui ont essayé... Ce que vous voulez dire, c'est que ça dépendra de la réalité syndicale de l'entreprise. Ça dépendra de la réalité. Et alors, il y aura des victoires, parce que les syndicats vont se battre, mais ça dépendra de la réalité. Et encore une fois, c'est la logique de cette rupture, de cette inversion des normes que l'on subit dans ce pays. Jusqu'à maintenant, la loi protégeait tous les salariés. Les accords d'entreprise pouvaient être supérieurs à la loi. Et là, ce sont les accords d'entreprise qui vont faire la norme. Et la porte est ouverte. Avec, en plus de ça, une vraie difficulté, c'est que ça va créer du chômage. Nous ne l'aurons pas. Il y a bien longtemps que les entreprises et notamment les grandes entreprises, là je parle de ça, à Action, il y aura un effet d'aubaine et vous verrez que, alors bon, comme on va radier beaucoup de chômeurs avec ce que est en train de faire Emmanuel Macron, ça se verra peut-être pas parce qu'il y a un truc ça va ensemble pour vous. Oui, ça va ensemble. Contrôle des chômeurs d'un côté et cette facilité à licencier de l'autre. C'est pas seulement le contrôle. Vous savez, dans ce que prépare Macron, c'est pas seulement le contrôle, c'est aussi d'obliger les chômeurs à prendre des emplois soit déqualifiés, soit moins payés. Donc on comprend bien que tout ça attaque toujours ce qu'ils appellent eux le coût du travail. On appelle ça le prix du travail, au détriment du capital. C'est ça qui est la logique, en espérant que le capital s'enrichissant, enfin du moins étant au plus haut, eh bien ça va créer le progrès pour tous. Mais ça, évidemment, personne ne le voit. Pourquoi ? Parce que le capital n'a qu'une logique, c'est pas une morale, c'est d'enrichir ses actionnaires. C'est ça sa logique. Mais Éric Coquerel, avant qu'il n'y ait ces ordonnances, il y avait déjà des plans sociaux. En quoi est-ce que les ruptures conventionnelles collectives ce serait pire que les plans sociaux? Parce qu'il les facilite. Parce que tout sera beaucoup plus simple. Dans les plans sociaux, vous aviez quand même un certain nombre de garanties que l'entreprise devait mettre en place. Et là, eh bien, c'est la boîte ouverte. Et encore une fois, je vous le dis, une des concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que il suffira de s'entendre dans une entreprise sur une rupture conventionnelle pour qu'elle se fasse. Ça coûtera moins cher en termes de formation, ça coûtera moins cher en termes d'indemnité, ça coûtera moins cher en termes de tout un ensemble de mesures qui jusqu'à maintenant permettaient, par exemple, à des syndicats d'en appeler, par exemple, à des experts qui venaient proposer un contre-projet. Enfin, il y avait tout un mécanisme qui se mettait en place pour essayer de sauver de l'emploi, pour essayer de donner du pouvoir aux syndicats. Là, tout sera beaucoup plus simple. Et une fois de plus, ce sont les ACNIC, c'est-à-dire nous, en réalité, qui serviront de matelas d'amortissage. Et quand on voit ce qu'on est en train de faire de l'allocation chômage, c'est-à-dire obliger les salariés à prendre des emplois déqualifiés, on voit qu'à terme, c'est un nivellement par le bas de tout le marché du travail qui se prépare. Éric Coquerel, pourquoi se méfier, pourquoi redouter la fluidité du marché du travail ? Et parce que la logique du système aujourd'hui qui fait pression avec autant de chômeurs, encore une fois, ce n'est pas l'intérêt général. C'est pas, je ne fais pas une accusation morale quand je dis ça. C'est pas l'intérêt général. Alors, vous me parlez de l'intérêt général, mais parlons de l'intérêt aussi de chaque individu aujourd'hui à la veille de 2018. Est-ce que son intérêt n'est pas aussi de pouvoir être dans un monde qui évolue, où l'on passe d'un endroit à un autre ? Ça, vous le redoutez ? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas un salarié qui a le choix de se décider qu'il va partir pour gagner plus. Aujourd'hui, la situation n'est pas là. Aujourd'hui, le salarié, il est dans la situation de plus en plus précaire, de plus en plus stressante, y compris au travail. Il y a de plus en plus de burn-out, il y a de plus en plus de conditions qui s'aggravent, et en espérant garder son emploi. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous le précarisez, vous ajoutez une pression sociale absolument terrible. Tous les salariés le subissent, notamment au plus bas de l'échelle, je dirais. Et c'est ça qui est en train de se préparer. On a une logique, vous savez, on nous a dit le CICE, par exemple. On va mettre beaucoup d'argent, environ 20 milliards de crédits d'impôt à toutes les entreprises sans aucune contrainte. Le bilan au bout de 5 ans, c'est qu'on s'aperçoit que ça a créé au mieux, c'est l'étude la plus favorable, 100 000 emplois, enfin créés ou sauvegardés. Donc c'est tout bénef pour le MEDEF, quoi. C'est rien. Alors que monsieur Gattaz, qui est l'inspirateur de beaucoup de ces projets, avait promis 1 million d'emplois. Si vous mettez de l'argent sans aucune contrainte sur l'investissement, sur les salaires, sur les embauches, eh bien tout ça part vers les dividendes. Et nous sommes recordman d'Europe des dividendes en France, mais par contre nous sommes aussi un des recordman d'Europe du chômage. Voilà recordman du chômage. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et une femme mise en examen et placée en détention provisoire en France sans lien apparent. Ils projetaient visiblement chacun de leur côté de commettre un attentat sur le sol français. Loi ou bien le licenciement. Perry Neumann face à face dans une minute sur RMC. Perry Neumann. Perry Neumann, 7h53. Les ruptures conventionnelles, ça va créer des emplois ou ça va détruire des emplois ? Laurent Neumann. Dans un premier temps, ça va en détruire, et c'est pas moi qui le dis, figurez-vous, ce sont les ministres en charge. Quand vous interrogez Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, tous ceux qui se sont occupés... Ils préfèrent anticiper quand même. Mais oui, et ils disent tous quoi ? Que dans un premier temps, par un effet d'aubaine, la rupture conventionnelle collective, l'idée de faciliter les licenciements, etc., tout ça va sans doute inciter
inciter un certain nombre de chefs d'entreprise à ajuster leurs effectifs, donc créer du chômage, supprimer des emplois. Et ces mesures ajoutées à la baisse des contrats aidés, eh ben, on va peut-être voir la courbe du chômage qui va repartir à la hausse dans un premier temps. Donc Mais ils nous disent soyez patients. Mais le pari, effectivement, c'est que dans 18 ou 24 mois, grâce au climat de confiance créé, grâce à la fluidité accrue du marché du travail, on créera peut-être de nouveaux emplois. On peut se le dire entre nous. On peut se le dire entre nous. C'est un pari. Personne n'est capable de dire si oui ou non ça va se faire. Et si on regarde ce qui se passe dans les pays européens, chez nos voisins, là où ça a été fait, à certains endroits, oui, ça a créé un peu d'emplois, et puis dans d'autres, pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer ici? Franchement, j'en sais rien. Ça veut dire qu'on crée un pari quand même sur le dos des gens, Pascal Perry. Oui, alors c'est un peu plus qu'un pari dans mon esprit. Je pense en effet que le chômage va d'abord augmenter puis qu'il baissera ensuite. C'est plus qu'un pari. Pourquoi? Parce que les méthodes qui ont été utilisées jusqu'à présent n'ont pas marché. Nous avons en Europe le niveau de protection le plus élevé et on voit bien que la loi n'a jamais protégé contre le chômage. Nous avons un niveau de chômage élevé pour des raisons qui sont essentiellement structurelles. En France, le chômage n'est pas conjoncturel. S'il y avait 3% de croissance, on ne créerait pas l'équivalent en termes d'emploi parce qu'il y avait une barrière à l'entrée et une barrière à la sortie de l'entreprise. Donc c'est plus qu'un pari. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un choix français du chômage. Mais pourquoi il n'est pas assumé ce choix? Il a été. Il n'est jamais assumé. Il a ce été choix. Partiellement assumé. On pourrait l'assumer. On pourrait se dire au fond, on estime qu'en France, la période de chômage est une période peut-être créative, est une période aussi de reconversion. Mais c'est plus que ça. On a préféré les revenus de la socialisation. On préfère les revenus de la socialisation au travail dans certains cas. Attendez, je vous interromps parce que j'aimerais bien que vous me disiez, Pascal, c'est qui on? On, c'est le pouvoir politique, c'est certainement pas les chômeurs. Parce que eux, je peux vous dire qu'ils n'ont pas choisi le chômage. Je mets un terme à cette idée qu'il y aurait un mythe du chômeur heureux. Les chômeurs ne sont jamais heureux. Pas, moi, Non, moi j'en connais pas beaucoup non plus. Et tous ceux qui de près ou de loin ont été au chômage ou ont côtoyé des chômeurs dans leur vie savent que c'est une douleur sociale. Mais oui, en France, nous avons préféré collectivement, ça a été un choix politique, c'est un choix qui est l'héritier de l'égalitarisme français. Nous avons préféré la socialisation de l'inactivité, donc nous avons préféré le chômage à l'activité. Et je viens d'écouter Éric Coquerel, il vous dit il faudrait que le monde soit idéal. Mais le monde, il n'est pas idéal, le monde du travail, il n'est pas idéal. Et les mesures qui sont prises aujourd'hui, elles permettront probablement de renverser la situation, mais elles sont non seulement un pari, mais j'estime moi qu'elles sont indispensables parce que tout ce que nous avons essayé jusqu'à présent pour lutter contre le chômage n'a pas fonctionné. Pascal, la mère des batailles, en réalité, c'est le fameux plan de formation que veut créer... Éducation, formation, les deux. Ça doit marcher sur les deux jambes, ce plan. Mais oui, je suis allé regarder à la faveur des ruptures conventionnelles collectives, à la faveur du durcissement du contrôle des chômeurs. Je suis allé regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, chez nos voisins européens. Mais le contrôle des chômeurs, ici on appelle ça contrôle, mais dans les autres pays on n'appelle pas ça un contrôle, on appelle ça un accompagnement. L'idée, c'est que dès que quelqu'un est au chômage, chez nos voisins, y compris dans les pays où les demandeurs d'emploi sont les mieux encadrés, les mieux protégés, on leur demande clairement de chercher un emploi, mais en contrepartie, on leur met une formation. Vous n'avez pas d'emploi, vous formez pour être sûr d'avoir un emploi. Ça n'est pas ce qu'on fait ici. Nous avons en France surinvesti sur l'indemnisation des chômeurs parce que nous avons un niveau d'indemnisation qui est le plus confortable. En revanche, nous avons désinvesti sur la formation et l'accompagnement des chômeurs. Il faut renverser les choses si on veut revenir à l'emploi. Vous serez encore avec nous tous les deux, messieurs. Ce sera à 8h45 pour